Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. C'est donc cette semaine à venir que se tiendront les élections européennes. À l'issue de 3 journées de vote dans 27 pays, dans ce scrutin à un seul tour, un nouveau Parlement sera formé, une nouvelle majorité s'en dégagera et un nouvel exécutif européen en sortira. Ces élections européennes interviennent dans un contexte mondial radicalement différent de celui du scrutin précédent qui s'était tenu en 2019. Dans l'intervalle, une crise sanitaire mondiale qui a remis en cause les codes et conditions de la mondialisation, une guerre sur le territoire européen, une guerre majeure impliquant la Russie et enfin cette guerre massacre, cette guerre carnage à Gaza dans laquelle les Européens se divisent de manière de plus en plus radicale. Outre l'importance accrue du Parlement européen dans l'architecture institutionnelle du vieux continent, c'est la couleur et l'orientation politique de ce nouveau Parlement qui retiennent l'attention. La majorité sortante est de droite, mais elle risque de s'exacerber encore plus sur son versant extrême et de là découlera la nouvelle politique de l'Union. On en parlera avec nos invités. En seconde partie, nous irons en Afrique du Sud où un scrutin législatif tout aussi important que celui qui se tiendra en Europe cette semaine, se tiendra cette semaine. On en retiendra 2 faits marquants, une participation en nette hausse par rapport à 2019 et une rude perte d'influence de l'ANC, parti au pouvoir absolu depuis 30 ans et qui, gangréné par la corruption et totalement décrédibilisé par la mauvaise gestion, devra apprendre à composer. Nous parlerons de ces 2 thèmes avec nos invités. Aziz Daouda, bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur technique de l'athlétisme africain, mais vous êtes aussi analyste politique et géopolitique. Merci d'être avec nous. Colonel Hassan Saoud, bienvenue à vous aussi et merci d'être avec nous. Vous êtes expert en stratégie en sécurité. Marhaba. C'est Hafid Boutaleb. Bienvenue aussi à vous. Vous êtes spécialiste en géopolitique. Merci d'être avec nous. Merci, Aziz. À tous les 3. Alors, l'Europe. Pourquoi en parler ici, dans cette émission? Quel est l'intérêt? Eh bien, parce que l'Union européenne est la troisième puissance économique mondiale, qu'elle se projette dans le monde entier, par l'histoire, par la géographie, par beaucoup de choses, et aussi parce que c'est notre voisin immédiat. Alors, on commence une question donc, pour planter le décor. Comme d'habitude, je commence par vous, Aziz Daouda. Quels sont les grands enjeux de cette élection européenne? Il y a beaucoup d'enjeux. Premièrement, d'abord, pour ce qui nous concerne, nous Marocains, il faut que tous comprenions que ce qui va se passer en Europe à partir du 9, donc de la formation, de la composition du nouveau Parlement, beaucoup de choses peuvent changer et donc impacter le Maroc économiquement, socialement, culturellement, de tout point de vue, parce que c'est un partenaire quand même majeur du Maroc. Nous sommes à 14 km de l'Europe. Et nos principaux partenaires sont des Européens. Les Espagnols sont des Européens, les Français sont des Européens. Et donc, tout changement politique ou tout changement de mouvance politique ou de tendance dans ce Parlement peut nous impacter. Et donc, à nous aussi de nous préparer, de scruter de très près les résultats tels qu'ils vont sortir. Bon, aujourd'hui, on parle de certaines tendances, mais bon, il faut attendre quand même que les Européens se prononcent. Mais généralement, bon, les tendances qui sont celles d'avant-élection sont généralement confirmées quand il s'agit d'Europe. Hafid Boutaleb. Eh bien, écoutez, un des grands enjeux, c'est est-ce que les Européens vont commencer finalement, après presque 70 ans de construction européenne, à voter en tant qu'Européens ou continueront-ils à voter en tant que citoyens de pays membres de l'Union européenne? Ça, c'est une différence, puisqu'il y a du mal aujourd'hui, on le voit très bien, à construire un esprit fédérateur au sein de l'Europe. Il y a des crises qui agitent, qui divisent. Il y a des exécutifs qui sont élus, qui vont à contresens de la philosophie générale qui est portée par l'Union européenne, des exécutifs bien sûr de pays membres de l'Union européenne et de plus en plus. Et donc ça, c'est aussi un des enjeux, c'est quel est le rôle du Parlement européen au sein de l'esprit des Européens. Y voit-il vraiment une institution représentative ou y voit-il une institution désincarnée, d'une certaine mesure, faisant partie d'un très grand bloc institutionnel extérieur qui se trouve à l'extérieur de leurs frontières, à Bruxelles ou à Strasbourg, etc., et qui ne serait finalement qu'un lieu de technocrates, très loin de leurs préoccupations principale. Donc c'est ça. Y a-t-il une identification par rapport à ce Parlement? C'est très intéressant ce que vous dites, Hafid Boutaleb, parce que quand on voit ce qui se passe en France, par exemple, c'est une élection à enjeux nationaux, pratiquement. Voilà, c'est toujours les mêmes qui sont en train de se disputer, de s'étriper à longueur d'écran.
Bon, je ne parle pas l'espagnol, le hongrois, le polonais, mais je vais voir un peu avec les traductions. Maintenant, tout est traduit, c'est exactement la même chose un peu partout. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un enjeu européen. Puis, il y a un sondage, je crois, qui est sorti, qui dit que 30% ou 25 à 30% des jeunes uniquement vont aller voter. C'est-à-dire que bon, ben, les jeunes ne se reconnaissent pas dans un continent qui est en construction depuis 70 ans. Voilà, il y a une désaffection de la jeunesse par rapport à la politique en général, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de l'Union européenne. Alors, oui, colonel Saoud, comment vous voyez les choses? L'intérêt pour le Maroc, c'est la proximité, comme ça vient d'être dit. Nous sommes liés par deux mers. Nous avons des enjeux stratégiques et géopolitiques communs. Nous avons des problèmes de la migration, on a des problèmes évidemment de la sécurité, des problèmes d'échange de renseignements antiterroristes, etc. Et puis le Maroc, il a quand même un statut avancé au sein de cette institution. Ce n'est pas rien. Et donc, c'est quand même de notre intérêt de suivre ce qui se passe dans ce continent très proche et qui est l'un des continents les plus prospères, les plus riches, en dépit des différences qu'il y a en son sein. Ils sont 27 et malheureusement, ils n'arrivent pas tout le temps à parler de la même voix sur le plan des problèmes de conflits, des problèmes géopolitiques, etc. Et sur le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre. Donc, il est important de suivre ça et de voir quelles sont les tendances, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de projection. Quelle sera la morphologie au lendemain du 9 juin? Quels sont les changements qui vont avoir lieu? Quelles sont les possibles alliances des uns et des autres, étant entendu que dans le Parlement européen, c'est un peu différent. Il y a ce qu'on appelle évidemment l'idéologie qui peut des fois disparaître au profit des intérêts des uns et des autres. Il y a la complémentarité et il y a certainement certaines relations un peu antagonistes qui se réalisent dans ce Parlement-là, parce qu'il est basé essentiellement sur le compromis. Le compromis sur les lois, les compromis sur les votes, les compromis sur même les amendements. Et vous trouverez des fois des coalitions contre nature qui, partant de leur intérêt par rapport à une thématique, votent ensemble. Donc c'est quand même supranational et qui n'obéit pas forcément aux politiques internes des pays concernés. Ils sont déjà 27, c'est compliqué. 28. Oui, 28. Donc ça a monté, puis maintenant ça redescend. Voilà, d'accord. Et il faut quand même pour avoir un groupe au Parlement européen, il faut être 23 et il faut avoir le vote de 7 pays au moins différents. Ça complique un peu l'équation pour les petits pays, étant entendu que 96% des votes sont détenus par les pays qui ont une grande population et ne sont pas nombreux. Oui, il parle de plus en plus souvent, quand on suit la campagne électorale en Europe, il parle de plus en plus souvent les grands pays d'Europe, les pays importants d'Europe, par opposition aux petits. Ça ne favorise pas tellement la cohésion. Vous avez dit quelque chose, colonel, que j'ai retenu sur le côté géopolitique et sur le côté diplomatique. Alors l'opinion politique, l'opinion publique européenne aujourd'hui est divisée avec ces deux grandes guerres qui se passent. La première en Ukraine et la seconde Artsakh. On ne peut pas appeler ça vraiment une guerre, c'est plutôt un massacre. Mais il y a une orientation qui va vers l'extrême droite au niveau européen. Alors, quand on voit l'extrême droite, elle ne soutient pas vraiment la politique de l'actuelle Commission, c'est-à-dire anti-Russie, anti-Poutine. Ils seraient peut-être pour un compromis, ils seraient plutôt pour des négociations. En revanche, ils soutiennent parfaitement le gouvernement Netanyahou dans ce qu'il fait. Alors, comment vous voyez, je commence par vous encore une fois, Aziz Daouda, comment vous voyez cette nouvelle diplomatie européenne dans le cas où les prévisions se confirment, où les pronostics se confirment d'une poussée de l'extrême droite? Ce qu'il faut analyser, à mon humble avis, c'est d'abord la sociologie des votants. Qui vote à ces élections? La quasi-totalité ou la majorité de ceux qui votent sont des gens très âgés ou assez âgés, avec leurs anxiétés, avec leur façon... Les jeunes ne votent pas beaucoup. Voilà, les jeunes votent de moins en moins, et encore moins cette fois-ci, d'après les sondages, etc.
Et donc, cette population qui vote a ses propres intérêts ou sa propre vision du monde. C'est des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale ou qui sont nés juste après, donc qui sont impactés par les conflits, etc. Donc, ils savent un peu ce qu'est la guerre, etc. Mais en même temps, il y a les politiques qui tirent vers un autre positionnement des Européens. C'est cet ancrage sur la politique américaine de la quasi-totalité des pays européens aujourd'hui. Tout le monde soutient l'Ukraine. Donc tout le monde soutient l'Ukraine, mais jusqu'à quel niveau? Au niveau social. Personne ne le sait, parce qu'officiellement, tout le monde soutient l'Ukraine. Mais si on va faire des sondages, je ne sais pas dans quel village du Portugal, d'Espagne ou de Pologne, est-ce que véritablement les gens sont dans le soutien de l'Ukraine, pas quel positionnement ils ont. Et c'est ceux-là qui vont voter. Donc, mais quand on regarde ça, il y a aussi un point commun que dans les campagnes, j'ai fait comme vous, j'ai essayé de voir un peu ce qui se passe dans chacun des pays, quoique il n'y a pas beaucoup de choses qui filtrent sur certaines régions, les petits pays de 1,5 million, de 2 millions d'habitants, mais ils ont quand même un point de vue. Ils ont quelques députés. Parce qu'au total, ils vont élire 720 députés. Donc, c'est 720 personnes qui vont venir de l'Europe, mais comme le disait le colonel, la majorité va venir des grands pays. Parce que c'est proportionnel, c'est tout à la proportionnelle, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans certains pays, les listes sont fermées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer l'ordre des gens sur la liste, alors que dans d'autres, vous pouvez changer l'ordre. Ce qui influe sur le positionnement politique du parti qui présente et de ceux qui votent. Et ça peut amener aussi à un questionnement sur la question d'immigration. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'immigration, les gens de droite comme les gens de gauche. Mais il y a un positionnement différent, alors que la problématique est la même. Et donc, les votants, quand ils vont voter avec derrière la tête une question d'immigration, mais pour qui ils vont voter? La solution, elle est où? Elle est chez les socialistes quand ils parlent d'immigration ou chez l'extrême droite quand elle parle d'immigration? Le curseur est difficile. Voilà, un curseur très difficile. C'est ce qui rend les résultats qui va rendre les résultats un peu compliqués, donc les pronostics un peu compliqués. Mais quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, en France, par exemple, c'est le Rassemblement national et il est à 30%. Il est estimé à 30%. Mais en Allemagne, juste à côté, c'est le Parti social-démocrate. Mais qui, lui, n'est qu'à 25%. Mais vous descendez plus bas. En Italie, le 5 étoiles, le M5, est à 30% aussi. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que dans les pays, par exemple en Pologne, les conservateurs sont à 35%. En Espagne, le Parti socialiste est premier, mais à seulement 20%. Donc, quand il s'agit d'extrême droite, les pourcentages sont plus élevés que quand il s'agit de pays où il y aurait un vote qui ne serait pas d'extrême droite. Et donc, vous croyez au fait aussi que l'extrême droite peut faire une poussée significative? C'est ce qu'on peut retenir des sondages. Mais ça va impacter le nombre de députés au Parlement. Et donc, ça risque de donner une majorité ou un nombre assez important de députés d'extrême droite. C'est ce qu'on dit justement. D'où le problème géopolitique qui va se poser. S'il y a une majorité, comme on disait tout à l'heure hors antenne, colonel, ils ont des idéologies différentes, ils ont des positionnements différents sur l'immigration, sur les religions, sur l'identité. C'est-à-dire la problématique est la même, mais les problématiques sont les mêmes, mais les approches sont différentes. Et ce que peut-être j'ai omis de dire, c'est que dans les pays où ce n'est pas l'extrême droite qui est en tête, ceux qui sont derrière sont très proches derrière. Quand c'est l'extrême droite, ils distancent un peu plus le reste. D'accord. Hafid Boutaleb, comment vous voyez cette nouvelle diplomatie européenne? Bon, allez, on va être politiquement un peu incorrect. Disons que la diplomatie européenne n'est pas vraiment une diplomatie parce que c'est une diplomatie de la critique ou de l'imprécation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'action diplomatique. Mais comment vous voyez cette diplomatie dans le cas où il y a cette poussée de l'extrême droite? Écoutez, de toutes les manières, il faut souligner quelque chose, c'est que si on prend par exemple l'Europe de l'Est, elle est plus soucieuse du front en Ukraine, des impacts, pour parler de relations internationales. Elle est plus soucieuse de l'impact de la poussée russe. Et tout le monde ne voit pas la poussée russe de la même manière. Il y a des pays qui sont plutôt sympathiques à Poutine. On a vu avec la Slovaquie, les récentes élections et puis il y a aussi la Hongrie de Viktor Orban. Donc ce sont des pays qui refusent un peu le discours imposé par Bruxelles et puis, en Europe de l'Ouest, c'est plutôt l'affaire de Gaza qui revient et qui est aujourd'hui très clivante. C'est-à-dire, on voit très bien que, peut-être d'une certaine manière, à cause de la responsabilité historique de l'Europe de l'Ouest par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, et le sujet remonte. Mais bien sûr, évidemment, il y a la question de l'Ukraine qui se pose avec acuité. Donc, on voit que l'Europe est divisée. Bon,
On se souvient, si vous vous souvenez, en 2003, l'Europe n'avait pas réussi à trouver une voie commune pour la guerre en Irak. Pareil, aujourd'hui, il n'y a pas de voie commune. Il y a une petite voie commune, certes, pour l'Ukraine, mais ce n'est pas du tout le cas pour Gaza. Il y a des pays importants comme l'Irlande, comme l'Espagne, qui s'éloignent de la position d'autres pays aussi fondamentaux comme la France et l'Allemagne. Donc là-dessus, l'extrême droite jouera la partition qu'elle trouvera la plus utile, mais très certainement, elle aura une position paradoxale puisqu'elle s'alignera sur la position de Bruxelles concernant Gaza, puisqu'effectivement l'extrême droite est pro-israélienne, mais elle s'opposera à la position de Bruxelles concernant l'Ukraine. C'est là où je voulais en arriver, c'est voilà. qu'on aura une distorsion entre les deux positions, sachant que pour reprendre ce que vous disiez, Aziz Daouda, pour les pays qui sont limitrophes de l'Ukraine ou de la Russie, on peut avoir dans un pays comme la Pologne un gouvernement qui est hostile à la Russie de Poutine et qui est donc dans le soutien de l'Ukraine, mais des agriculteurs et une population qui commence à se poser de sérieuses questions, les céréaliers, les laitiers, qui voient un peu toute cette concurrence ukrainienne arriver. Donc là, on va avoir véritablement une distorsion. Vous voyez comment les choses, colonel, à ce niveau-là, sur le niveau il faut préciser politique. une chose, c'est que sur tous les 5 piliers de l'Union européenne, il y en a 2 qui ne sont pas réalisés. C'est le pilier diplomatique et le pilier défense. L'armée commune. On n'a jamais réussi à faire une politique. C'est le moment où jamais. Il y a une armée commune européenne. Elle existe. Il y a une armée commune européenne. C'est les États-Unis. C'est l'armée américaine. Oui, on peut dire ça. Oui. C'est bien dit. Donc, ce sont des piliers qui n'ont jamais pu être réalisés et ça cause un problème, justement, pour l'Europe de ne pas parler de la même voix sur certains problèmes qui les concernent, y compris le problème de l'Ukraine, y compris le problème de cette boucherie d'Israël à Gaza. Mais pour revenir justement à ces projections, je pense qu'il y a à peu près cette partie ou coalition de partis. Et l'extrême droite pourrait grignoter jusqu'à, selon les projections, 80 au lieu de 58. Mais le PPE restera le premier. Parti de droite. C'est un parti de droite suivi des socialistes européens en deuxième. Et au meilleur des cas, la droite extrême pourrait se placer en troisième place. Et puis après, restent évidemment les écologistes et puis certaines... C'est-à-dire vous ne croyez pas à une extrême droite au sein de la future Commission européenne? Non, c'est pas... je pense que le président ne sortira pas de cette tendance. Ça ne pourra pas être... Mais il y a un problème aussi en Europe, c'est ce qu'on appelle les non-inscrits. Ce sont les électrons libres de l'Union européenne. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Mais ils le feront le moment venu. Voilà, donc il risque d'y avoir une grosse surprise en fin de semaine prochaine. Donc c'est ça et ils sont nombreux, ça tourne autour de 60 à peu près, c'est pas rien comme vivier électoral dans le Parlement européen. Donc visiblement, il y a une poussée de l'extrême droite, mais pas pour, si vous voulez, rompre les équilibres au sein du Parlement européen. Même si vous voyez maintenant des poussées en général de 10 jusqu'à 30, jusqu'à 35, quand vous additionnez tout ça, ça ne vous donne pas l'extrême droite comme parti, comme deuxième ou comme premier. Sauf que la droite modérée, entre guillemets, je dis modérée parce que sur la migration, et c'est Aziz l'a dit, ils se rejoignent tous. Par exemple, il y a un effritement qui va être certainement signalé, notamment en France. Les républicains vont perdre quelque chose comme 9 à 10, selon des projections. Donc voilà où c'est qu'on en est. La Belgique est concernée, le Portugal est concerné, et même la Belgique wallonne, elle est concernée. Donc il y a, en plus des gouvernements qui sont dirigés par l'extrême droite, il y a cette tendance extrême droitiste qui se manifeste, mais j'ose espérer que ce n'est pas pour cette élection-là que l'extrême droite pourrait être... Alors pour revenir sur l'immigration, donc africaine vers l'Europe, ou l'immigration au point de vue Europe, est-ce que vous connaissez le chiffre du nombre de migrants
pays arabes, pays africains en Union européenne. C'est un chiffre qui oscille entre les 10 et 15 millions. Oui. C'est-à-dire 3% de la population. Donc on est en train, et Frontex, et un tas de choses qu'on est en train de dire, alors que finalement les chiffres ne sont pas aussi dramatiques. Mais il y a aussi une migration dans l'autre sens, mais on n'en parle pas, parce que dans l'autre sens, on parle d'autres choses, on parle d'expatriés, on parle de choses. Mais il y a une forte migration du nord vers le sud. Du nord vers le sud, de plus en plus en accélération. Bien sûr, en accélération. Bonne remarque. En accélération. Merci, Aziz Daouda. Si vous permettez, Aziz, il y a juste une question sur laquelle peut-être qu'on devrait insister, c'est que beaucoup de partis européens, c'est ce que j'ai pu comprendre des interventions des uns et des autres, utilisent aussi ces élections comme ballon d'essai pour les prochaines élections au niveau national. Et c'est en cela qu'ils invitent des problématiques ou des sujets ou des thématiques nationales dans une affaire européenne. Mais en fait, parce qu'ils ne s'adressent qu'à leurs votants, qu'à la population de leur pays. Et dans ce cas, on retrouve une certaine connotation de campagne législative ou de campagne présidentielle normale. Mais en fait, donc, c'est de là que l'analyse devient compliquée parce qu'on n'arrive pas à trouver la frontière entre ce qui est destiné au national et ce qu'ils vont faire de leur politique une fois au Parlement européen. Est-ce qu'ils vont véritablement tenir ce langage? Quand on voit par exemple Bardella parler, et il a un spot fantastique, le président du Rassemblement national français. Il se met en scène d'une manière merveilleuse. Mais quand vous l'entendez parler, vous vous demandez, est-ce qu'il s'adresse à des Européens, donc à des gens qui vont voter pour l'Europe, ou est-ce qu'il s'adresse à des Français qui vont voter pour la France? Est-ce qu'il est d'abord au Parlement européen? Voilà, est-ce qu'il est dans une campagne de Parlement européen? Et je pense que beaucoup de partis, je l'ai vu aussi en Pologne, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle un peu de la même façon, et on se rend compte que ce qui les intéresse, ce n'est pas tellement l'Europe. L'Europe, c'est acquis, ce qu'il y a. Enfin, ils bataillent un peu pour avoir quelques sièges, mais ils savent à peu près qu'est-ce qu'ils vont glaner. Mais ils cherchent aussi à. Quand on parle de ça, je reste sur cette logique de l'idéal européen. Bon, ça a commencé, on ne va pas refaire l'histoire en 1957 avec la CECA, puis la CEE, puis Maastricht, puis après l'Union européenne, etc. Donc ça montait comme on disait, c'était 6, 9, 12, 15, 20, etc. 28, et hop, mouvement de reflux. Alors, cette structure qui est en train de changer, avec l'Allemagne qui était le moteur, le leader, la locomotive européenne qui est en train de baisser en puissance, aussi bien sur le plan économique que politique. Le fameux moteur franco-allemand dont on parlait, il fait beaucoup de ratés. Il y a des montées en puissance et en influence des anciens pays appelés l'Est, Hongrie, Pologne et autres. Et puis il y a des apparitions de groupes régionaux. Ça, on peut, à la limite, d'une manière oser faire la comparaison avec l'Union africaine et les fameuses organisations régionales. Là, ce n'est pas régional, mais c'est thématique. C'est les groupes des frugaux, par exemple. C'est le groupe de Visegrad. Donc, il y a une distanciation qui est en train de se faire. C'est très bien de soulever la question comme ça. Parce que maintenant, si on oublie 2 minutes, si on oublie le Parlement européen, comment fonctionne l'Europe? Que compte le Parlement européen dans les décisions en Europe? Parce que les décisions, finalement, elles sont prises à l'unanimité par les politiques et non pas par le Parlement lui-même. Mais il y a une poussée, il y a une augmentation. C'est très compliqué. C'est-à-dire que le Parlement peut aller dans un sens, mais si les chefs d'État ne vont pas dans le même sens et à l'unanimité, il n'y a pas de décision. Sur le papier, le Parlement a plus de pouvoir. C'est le Conseil européen qui prime. C'est le Conseil de l'Europe qui prime. C'est aussi la Commission qui prime. Mais là, depuis quelques années, il y a un rôle accru du Parlement européen, au niveau du budget, au niveau... Mais après, c'est les relations entre différents chefs de groupe. On a vu ce qui s'est passé Parlement d'ailleurs pour le Maroc, pour la fameuse résolution qu'il y a eu. Donc ce sont des choses qui viennent... Mais est-ce que vous croyez toujours en cet idéal européen? Est-ce que ce n'est pas en train de partir quelque part en vrille devant les réalités internationales? C'est le seul Parlement transnational au monde, donc c'est une première expérience historique mondiale, et qui défend des valeurs. Et quelles valeurs? On sait maintenant ce qu'elles valent. On sait maintenant jusqu'à quel point ils peuvent véritablement les défendre et où ils les défendent. Ils les défendent peut-être pour eux-mêmes et encore, parce que quand on entend le nombre de pauvres en Europe, le nombre de précaires en France, le nombre de précaires dans ces pays qui sont censés être des puissances économiques. On ne devrait plus avoir de pauvreté. Non, et puis sur les valeurs de droits de l'homme, les valeurs justice, universelle, etc. Donc finalement, ça sert à quoi finalement? Ça sert à quoi si ça n'est pas pour défendre les 20 millions, par exemple, de pauvres qu'il y a en Europe aujourd'hui? De très pauvres. Vous vous rendez compte, dans la troisième puissance économique mondiale, d'avoir 5 millions de précaires en France qui ne mangent pas à leur faim. Hafid Boutaleb, une réflexion sur ça? L'idéal européen, vous y croyez toujours? Écoutez, l'idéal européen ne s'est jamais
poser la question sur son histoire, sur ses origines. Il n'y a pas eu de repentance. Le mot repentance est un peu fort, mais il n'y a jamais eu de réflexion critique sur ce que l'Europe a fait du XVIe au XXe siècle. L'esclavage massif, la colonisation, les guerres, y compris à l'intérieur de l'Europe, les horreurs, toutes sortes d'horreurs, etc. La décolonisation. Donc, tout ça, finalement, si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu officiellement une position claire des intellectuels européens et des classes politiques européennes qui soient critiques de concert avec leurs partenaires. Ils sont là, Hafid Boutaleb, seulement ils sont ignorés de tout le monde. Oui, mais de concert avec le sud méditerranéen pour pouvoir vraiment se poser la question de ce qui s'est passé, la responsabilité de l'Europe. Tant qu'il n'y a pas ça, ça continuera à alimenter l'extrême droite. Tant qu'on dira que ce qu'a fait la France en Algérie, c'était une période de gloire de l'histoire, on ne s'étonnera pas que l'extrême droite pousse. Oui. Hassan Saoud. Histoire de signaler justement que l'Union européenne, les trois piliers importants sont, il y a le Parlement européen, il y a la Commission et il y a le Conseil. Ils sont incontournables. Voilà. C'est comme ça que fonctionnent quand même les institutions européennes. Et il y a la Cour de justice aussi qui permet de faire passer certaines choses quand les politiques ne le font pas passer. Je vous vois rire, Aziz Daouda. En amont. Vous aussi. La Commission n'est pas élue, il faut le rappeler. Elle a un pouvoir considérable, mais elle n'est pas élue. C'est elle qui détient véritablement tous les pouvoirs alors qu'elle n'est pas élue. C'est un système de gouvernement comme dans les autres pays, c'est-à-dire vous avez un parlement. C'est même pas ça. Les gouvernements sont peut-être issus des urnes. Ça, c'est des fonctionnaires nommés. Voilà. Oui, totalement. Effectivement. Pourtant, la justice, c'est comme ça. Là aussi, il y a un consensus. Sur la composition de la Cour européenne. Donc il y a une prise de pouvoir de la technocratie au sein de l'Union européenne. Et ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas, c'est clair. Le discours officiel destiné aux pays africains, à l'extérieur en tout cas. Ça, c'est les politiques qui le disent. Ça ne tient plus, ça y est. Quand la Commission prend une décision, les politiques vous disent oui, c'est des technocrates, ils ne sont pas élus. Les politiques ne peuvent pas être Parlement européen, à la Commission et au Conseil. On se rappelle de l'intitulé de cette fonction de commissaire européen pour la protection de notre mode de vie européen. Si vous vous rappelez, c'était en 2019, avant qu'il y ait un rétropédalage en catastrophe. Dernière question sur l'Europe, l'intérêt du Maroc dans ces élections. Alors, on dit 14 km, d'accord, mais c'est avec Tarifa. Après, avec la Pologne, avec la Finlande, avec la Grèce, ça fait quand même un peu loin. Quel est l'intérêt pour nous, Hafid Boutaleb? Le Maroc s'est rapproché, vous en avez parlé tout à l'heure, du groupe de Visegrad, il se rapproche de pays individuels. Sa politique avec l'Union européenne fait partie de... C'est aussi, le Maroc perçoit l'Union européenne comme un pays individuel, en plus de son travail avec l'Espagne, le Portugal, la Pologne, et on se souvient avec la Pologne, un rapprochement important au niveau des provinces du Sud. Donc tout ça, bon, je ne pense pas que cette élection changera quoi que ce soit à la démarche diplomatique marocaine vis-à-vis de ses partenaires du Nord. Sur l'intérêt du Maroc, encore une fois, en matière économique, en matière migratoire, en matière sécuritaire, Hassan Saoud. Vous savez que l'Union européenne, dans l'Union européenne, 90% des normes et des lois sont des ressorts de l'Union européenne. Il ne reste comme arsenal juridique aux nations que 20%. Donc l'Union européenne est incontournable pour nous. Politiquement, sur le plan des problématiques, quelles qu'elles soient, je pense que l'Union européenne doit être considérée comme un partenaire avec lequel il faut discuter, même si des fois on a et c'est normal, des différends, mais de mon point de vue, c'est le continent le plus proche. C'est le continent avec qui on a beaucoup de thématiques à traiter. La lutte la proximité géographique, la charge historique, la relation la sécurité maritime, la relation avec l'OTAN, avec qui nous sommes quand même un partenaire non otanien et un partenaire stratégique important, dont l'Europe aussi est importante. Donc, considérons quand même que c'est un partenaire avec lequel on doit composer. Ça ne fait pas de doute. Il y a une expérience du Maroc. Seulement dans une logique win-win, peut-être. Oui, tout à fait. Voilà. Le Maroc est en train de diversifier ses partenaires, et même en Europe, il est en train de diversifier ses partenaires. Bon, il y a les choses, comme le dit à juste titre c'est Hassan, c'est que il y a les normes européennes, il y a beaucoup de choses qu'on est obligé de respecter, qu'on s'adresse aux Polonais, aux Chinois, aux Slovènes ou aux Tchèques, c'est la même chose. Bon, c'est les normes européennes. Mais il y a des relations bilatérales, et le Maroc les développe. Le Maroc est très fort en cela, parce qu'il a eu cette expérience
d'avoir quitté l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine, et d'avoir continué à avoir de la coopération individuellement avec les États africains, avec la majeure partie. Individuelle et régionale. Voilà. Et donc, ça nous a plutôt bien réussi. Absolument. Et je pense que c'est ce que nous faisons également avec l'Europe. Exactement. Et donc, le Parlement européen va nous impacter un peu, ou ce qui se passe en Europe nous impacte un peu, mais nous savons contourner les choses, nous savons traiter directement avec les États aussi. Et c'est une expérience qui est quand même qui est là et qui s'est imposée. Donc. Et en ce qui concerne notre intégrité territoriale, je pense que le travail bilatéral que le Maroc fait va payer, parce qu'au niveau de l'ONU, ce n'est pas l'Union européenne qui vote, mais c'est les États individuels. Et donc on a besoin des deux. Le travail est fait en multilatéral et en bilatéral. Merci messieurs pour vos commentaires. Alors, corruption galopante, inégalité extrêmement préoccupante, clanisme et favoritisme, effondrement des capacités économiques, coupure d'électricité de plus en plus régulière et de plus en plus rapprochée. Vous avez compris qu'on était sorti de l'Europe pour parler maintenant de l'Afrique du Sud. En 30 ans, l'ANC, donc l'African National Congress, le parti au pouvoir, aura sérieusement entamé les espoirs issus de la période Mandela. Est-ce que Cyril Ramaphosa se maintiendra? Dans quelles conditions est-ce que son parti se maintiendra? Dans quelles conditions est-ce que l'ANC pourra se sauver de ses propres turpitudes? Parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Donc nous sommes en plein dans cette élection sud-africaine qui s'est tenue il y a quelques jours. Hafid Boutaleb, ça fait quand même 27 millions d'électeurs qui ont été appelés au vote. Les forces en présence étaient bien entendu l'ANC, bon ça on l'a dit, mais il y a aussi le mouvement de Jacob Zuma, le jeune, le nouveau repris sur la branche guerrière de l'ANC pendant l'apartheid, Sizwe, et puis surtout en numéro 2 l'Alliance démocratique. Comment vous voyez ce scrutin? Comment vous avez vu ces résultats sortir? Comment vous avez vu cette ANC perdre sa majorité? Comment vous avez... Alors l'ANC a perdu sa majorité, mais l'ANC reste le premier pays d'Afrique du Sud. Le premier, je veux dire, parti d'Afrique du Sud. Ils vont maintenir leur leadership sur le Parlement, sur les institutions, mais ils sont affaiblis, c'est-à-dire qu'on commence à voir le bout du tunnel. Le bout du tunnel commence à apparaître. On peut s'imaginer qu'en 2029, l'ANC pourrait être le deuxième parti ou en 2034, quasi sûr, sauf surprise. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est de voir qui pourrait mener l'alternance. C'est-à-dire que si l'ANC se classe deuxième dans une prochaine élection, là, aujourd'hui, ils perdent la majorité absolue, ils vont devoir composer. Mais comment, d'abord, avec qui composer? Et puis, qui pourrait prendre le relais de l'ANC? Ce serait une nouvelle étape, une nouvelle page de l'Afrique du Sud. Puisqu'il faut rappeler que c'était le parti national pendant l'apartheid, s'en est suivi 30 ans, alors 50 ans de parti national pendant l'apartheid, 30 ans d'ANC, donc ça fait 80 ans, c'est à peu près toute l'histoire de l'Afrique du Sud depuis son indépendance. Et là, qui pour diriger ce pays, la nation arc-en-ciel, ce pays qui est plus ou moins nouveau, artificiel depuis 30 ans, puisqu'il réunit toutes sortes d'ethnies, de groupes, les Asiatiques, les Nord-Africains, les Blancs africains, etc. Et donc, il y a un parti qui se dégage, c'est la Democratic Alliance. C'est aussi l'enjeu de cette élection, c'est de voir combien de sièges va pouvoir obtenir l'Alliance démocratique. Ce n'est pas le parti des Blancs, contrairement, mais on peut le résumer un peu d'une certaine manière, mais ce n'est pas que le parti des Blancs, c'est justement ça l'enjeu pour eux. Comment faire d'une structure politique qui, jusque-là, a été assez populaire auprès des Blancs d'Afrique du Sud et qui voyaient le seul parti pouvant les représenter au sein des instances de ce nouveau pays à partir de 1994, comment ce parti politique pourra séduire l'électorat de la classe moyenne noire pour aller définitivement vers la possibilité d'une alternance face à l'ANC. Parce que sans alternance, sans parti pouvant mener l'alternance, on voit mal l'ANC quitter le pouvoir. Ils seront toujours premiers. Donc c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, il faut rappeler que l'Alliance démocratique est menée quand même par John Steenhuisen, qui est un blanc. Et c'est d'une certaine manière, comment peut-il séduire, après tout le traumatisme d'un demi-siècle d'apartheid, même si on en est à 30 ans plus tard, comment peut-il séduire les classes moyennes noires, les classes moyennes colored, c'est les métis un peu, puisque c'est une catégorie bien définie au sein de l'Afrique du Sud, les Indiens d'origine du sous-continent indien qui sont installés depuis 120 ans en Afrique du Sud, qui sont détenteurs du passeport sud-africain. Une grande partie de l'économie aussi. Et qui gèrent aussi une grande partie, notamment dans l'Est. Donc c'est très territorial, c'est très diversifié, c'est très divisé, et c'est difficile de
réunifier toute cette Afrique du Sud autour d'un seul et même drapeau. Il y avait la figure de Nelson Mandela. Mis à part cette figure, il y a très peu on va dire, points communs qui réunissent tous les Sud-Africains. Et c'est le défi, c'est le challenge pour ces partis d'opposition aujourd'hui, notamment l'Alliance démocratique. En fait, depuis que Nelson Mandela est parti, il y a eu donc Thabo Mbeki, puis il y a eu Jacob Zuma, puis il y a eu Cyril Ramaphosa, et à chaque fois, c'était encore plus de clanisme, encore plus de corruption. À chaque fois, ils venaient pour dire on va régler ça, mais ils le compliquaient encore plus. C'était ça le vrai problème, c'est que l'ANC, qui est censé fédérer, c'est le point commun, comme je vous l'ai dit, qui est censé fédérer tous les Sud-Africains, parce que c'est l'héritage de Nelson Mandela, en ayant... Le frère Kansena, voilà, que tu dis rapidement. Exactement, en ayant... Et voilà, c'est ça. En ayant sombré dans la corruption, dans le clientélisme, elle menace non seulement la majorité de l'ANC, le parti en lui-même, mais elle menace aussi la cohésion nationale sud-africaine. D'où l'importance de voir comment ce parti de l'Alliance démocratique peut-il prendre le relais de manière crédible aux yeux des Sud-Africains pour gérer une alternance de demain. Vous parlez de cohésion, je reviens donc à la société avec vous, Aziz Daouda. C'est pour ça que je vous ai présenté tout à l'heure comme ce que vous êtes, directeur technique de la Confédération africaine d'athlétisme. Et à ce titre, vous avez sillonné l'Afrique plusieurs fois. Et encore plusieurs fois. Donc, vous connaissez parfaitement la société africaine et en particulier la sud-africaine. Comment vous voyez cette société avoir évolué depuis 1990, donc 10-11, quand Mandela a quitté sa prison, puis quand il est devenu président. Donc, sur les 30 dernières années, comment la société a évolué? Déjà, tout à l'heure, quand on parlait d'Europe, on parlait de courants politiques, d'idéologie, de politique. Et les élections en Afrique du Sud n'ont rien de politique. C'est des élections selon les ethnies, selon les régions géographiques, selon les appartenances sociales, selon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti qui se distingue avec une idéologie précise, de gauche, de droite, de haut, d'en bas, etc. Non, c'est beaucoup plus autre chose. C'est un pays véritablement très complexe, une société véritablement très complexe. Bon, pour ce qui est de l'ANC, c'est vraiment un melting pot assez compliqué à comprendre. Pour ce qui est de l'ANC, c'est l'héritage, mais l'ANC, c'est aussi la déception. Les Africains du Sud sont déçus de l'ANC. La fibre patriotique, enfin cette fibre, disons, de lutte anti-apartheid, etc., est toujours là. Parce qu'il y a un relent un Sud-Africain ressent toujours ça, cette période très, très douloureuse de l'histoire de ce pays. Et donc, quand ce relent est là, c'est l'ANC. Mais quand on parle économie, quand on parle société, etc., c'est la déception totale. L'Afrique du Sud était le premier PIB africain, il ne l'est plus. Il a perdu ça. C'est quand même beaucoup avec ce que ça induit comme chômage, etc. C'est un pays où il y a 25% de chômeurs. C'est quand même beaucoup. C'est un pays où en matière d'inégalité, je crois qu'il est l'un des derniers en indice de Gini, je pense. Le taux de criminalité est extrêmement élevé. C'est-à-dire vous êtes menacé dans votre vie, etc. Donc il y a beaucoup de déception de l'ANC. Et pourtant, c'est l'ANC qui a gouverné, c'est le même. On aurait pu dire la stabilité n'a pas amené, est un atout, mais la stabilité là n'a pas amené de situation positive pour la population. Et à partir de là, il faut comprendre aussi que pour faire des concessions, c'est un pays qui a 3 capitales. Il a une capitale politique, une capitale législative, la capitale politique, c'est Pretoria, c'est pour une question historique. La capitale législative, c'est Cape Town, c'est là où siège le Parlement. Et il y a une capitale judiciaire, qui est Bloemfontein, où il y a la Cour suprême, etc. etc. C'est pour essayer d'un peu de satisfaire tout le monde. Oui, et ça, de symboliser la séparation des pouvoirs. On peut prendre comme ça, mais c'est beaucoup plus pour un peu satisfaire tout le monde, pour que tout le monde se sente un peu au centre du pouvoir. Ça satisfait tout le monde? Le but était atteint. Écoutez, je pense que c'est un pays qui va se stabiliser politiquement, qu'on va comprendre peut-être dans 20-30 ans. Quand cette fibre ANC va se disloquer, quand une nouvelle élite de jeunes intellectuels, cadres, disons, quand ils finiront de sortir de leur trauma apartheid, finalement. Voilà, exactement. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Quand de nouvelles élites vont se dégager. Et il y a du séparatisme qui menace l'Afrique du Sud, il faut le rappeler. Il y a un mouvement séparatiste de l'ouest de l'Afrique du Sud. La province du Cap, Western Cape, qui demande l'indépendance. Bon, pas tout le monde, mais il y a des groupes très sérieux qui demandent l'indépendance. Parce que le danger vient d'où? C'est que les affaires ne marchent plus comme avant. Il faut le dire.
Donc il y a beaucoup de capitaux qui ont quitté l'Afrique du Sud, qui sont partis au Botswana, qui sont partis au Mozambique, etc. Donc quand le capital ne se sent pas en sécurité, c'est très grave pour un pays. Bien sûr. C'est très grave. Alors justement, quand on parle de ça, aussi bien sur le côté politique, cette distorsion qu'il y a sur le côté politique avec une société, comme disait Aziz Daouda, comme l'a expliqué, une société qui se cherche encore, ça donne, colonel Saoud, une totale insécurité. Comme le disait Aziz Daouda, votre vie est menacée quand vous êtes là-bas, le banditisme, la délinquance armée, etc. Et donc ça crée un problème. Mais en même temps, vous avez une insécurité en interne, mais un interventionnisme assez volontaire en externe. Comment vous pouvez expliquer ça? D'abord, préciser quelque chose sur cet état des lieux des élections. Dans quel état est l'Afrique du Sud en ce moment? Eh bien, la déception, ça a été dit. Mais pourquoi? Parce que c'est le pays actuellement parmi les plus inégalitaires qu'il y a au monde. C'est un pays où les services publics ont subi une dégradation sans précédent. Le mal logement, et puis les promesses électorales concernant... La crise de l'électricité est assez impressionnante, assez spectaculaire chez eux. De crédibilité. L'eau aussi. Et il ne faut pas oublier que l'ANC, c'est le seul parti qui a un bras armé. Les autres partis, ils ne fonctionnent pas comme ça. L'ANC est un parti politique, mais il a une branche militaire. Donc ils continuent à rester sur leur logique du temps d'apartheid. Donc, comme ça a été dit, je pense que l'ANC est arrivé au bout du potentiel et d'offres politiques. Pourquoi? Parce que les générations ont changé. Vous savez, les septuagénaires, ils sont à peu près 6 à 7%. Et ce qu'on appelle maintenant les born free, ceux qui sont nés après 94, après la post-apartheid, qui eux sont plus exigeants, Nelson Mandela, c'est une figure historique, ça s'arrête là. Le mémorial, c'est pas leur tasse de café, c'est l'emploi, c'est l'éducation, c'est le logement, c'est la réalité du quotidien. Et donc c'est ça qui va changer la donne. Et même si, et ça a été dit, l'ANC resterait le premier parti d'Afrique du Sud, certainement qu'il aura besoin de coalition pour pouvoir gouverner. Et puis, il y a cette gouvernance que tout le monde critique, vous savez. On a parlé de Jacob Zuma, la corruption, mais la corruption du temps de Ramaphosa, ça n'a pas diminué, au contraire. Le clientélisme, le favoritisme, le clanisme qui s'enrichit. Et vous avez une caste ANC qui s'est enrichie. Et même lui, on a découvert le prébende du pouvoir et les dividendes de la résistance. $500 000 dans un fauteuil qui sont tirés, comme on dit, il y a l'odeur des deniers publics algériens. Malheureusement. Ils sont amis, oui, ils sont amis. Enfin, bon, ouais, mais c'est le cas, mais ils sont amis. Parce qu'il a bénéficié de toute la générosité algérienne concernant les BRICS, concernant beaucoup de choses. On l'a aidé au détriment de la population algérienne. Donc voilà un pays dont la jeunesse aspire à mieux. Et quand vous voyez quelques sondages, il y a des gens des jeunes qui ne voteront pas ou qui voteront contre l'ANC. Et tout dépend évidemment du taux de participation et de la géographie électorale qui est quand même importante, parce que dans la campagne, je pense que les gens sont encore dans le mémoriel et dans la reconnaissance par rapport à la libération de la Quand vous partie. dites ça, ça me rappelle quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une forme d'alliance objective entre les Sud-Africains et les Algériens. Ils sont tous les deux le même principe, avec des dirigeants qui regardent dans le rétro et des jeunesses qui veulent regarder en avant, mais qui n'arrivent pas. Alors, on va parler de quoi? C'est pas faux parce que l'Afrique du Sud exporte ses problèmes également. L'Afrique du Sud, en interne, quand vous lisez la presse, etc., on parle beaucoup d'Afrique, beaucoup de problèmes qui se passent ailleurs, etc., etc. C'est une façon d'exporter un peu les difficultés que vivent au quotidien les Sud-Africains en matière d'eau, d'électricité, etc. Une seconde après Hafid Boutal. Je voulais répondre à votre question sur la violence et sur la criminalité. Aujourd'hui, vous avez 84 homicides par jour, vous avez des enlèvements, vous avez des gangs et vous avez de la criminalité organisée à l'intérieur de... Et évidemment, l'incapacité
des services de police à mettre un terme. Et là, l'insécurité est présente justement dans la campagne électorale et il fallait le signaler. Alors 84 homicides par jour, ça fait un peu un niveau américain. Vous êtes à 27 000 ans. Voilà, 27 000 ans, un peu moins que les Américains. Donc mais pas pour la même population. Pour une population de 62 millions. Pas pour la même population. 6 fois moins important. Voilà. Alors, pour revenir au scrutin proprement dit, il y a un élément fondamental. Je voulais aussi vous faire réagir sur les alliances que vous verriez éventuellement possibles. Alors justement, déjà, ce n'est pas encore tout à fait clair au niveau résultat. Ce qu'il faut souligner, c'est que depuis peut-être 80 ans, même du temps de l'apartheid et après l'apartheid, il n'y a jamais eu de gouvernement d'alliance. Ce n'est pas un pays qui est habitué à faire des alliances dans le Parlement. C'est toujours des partis qui font des scores raz-de-marée démocratiquement. Hein. Même à l'époque de l'apartheid, dans le corps électoral délimité de la minorité blanche, c'était la majorité absolue pour le Parti national. Et l'ANC, qui s'est polarisé par rapport à ce Parti national, a imité un peu son comportement institutionnel et l'a reprise un peu. Et donc là, ça va être nouveau. Surtout, le plus important, c'est que c'est un système électoral particulier puisqu'on vote pour le Parlement qui, lui, vote pour le président. Il n'y a pas de Premier ministre. Donc le président du chef de l'État est issu du Parlement, ce qui est un système très particulier à l'Afrique du Sud. Et par conséquent, on va avoir un président qui incarne le pays, qui incarne donc la continuité des institutions, qui va être issu d'un Parlement bancal. Et donc, rajoutons à toutes ces crises dont on a parlé, l'environnemental, l'approvisionnement en eau, l'électricité, la sécurité, un pays qui n'est pas homogène, rajoutons à cela, le pays sera représenté par un président bancal, du fait d'un parlement bancal, des institutions bancales, ce qui rajoute à l'incertitude de l'avenir de ce pays. Donc il va falloir peut-être aller, si les élections qui se succéderont à l'avenir vont vers des majorités émiettées, il va falloir refaire un changement constitutionnel. Et là, ça va être posé en question. Énormément de choses vont remonter quand il va falloir changer la Constitution, puisqu'on va tourner la page de la Constitution de Mandela. Et là-dessus, il y a un risque de guerre civile très sérieux en Afrique du Sud, avec toute cette violence, les armes qui sont répandues. Et dans les années 2030, peut-être, s'il n'y a pas un ressaisissement des autorités, peut-être que nous allons vers une fragilisation de l'Afrique du Sud. Et pour le moment, les questions qui se posent, c'est l'ANC avec qui? Avec l'Alliance démocratique, donc faire rentrer leurs ennemis de toujours au sein du gouvernement, avec Jacob Zuma, risquer de se retrouver avec son meilleur ennemi personnel qui pourrait lui tirer la couverture, avec les Economic Freedom Fighters de Julius Malema, qui sont des extrémistes, qui reprennent un peu, encore une fois, ils se polarisent par rapport à la minorité blanche et menacent de l'expédier, de la chasser du pays. Donc avec qui faire cette majorité? C'est ça le problème. Les partis politiques ne sont pas habitués à... C'est un système de majorité absolue et n'est pas une majorité, je voulais vous faire négociée. Tous les trois, même si vous en avez parlé brièvement, Hafid Boutaleb, le cas Jacob Zuma. Bon, alors pour nuancer un peu ce net recul de l'ANC, on peut dire que ce sont des voix, les voix qui ont été récoltées par Jacob Zuma sont aussi des voix directement, indirectement, peu ou prou, des voix de l'ANC. C'est un siphonnage. Voilà, c'est un siphonnage. Mais d'un autre côté, c'est peut-être le début de la fin de l'ANC, dans le sens où il y a un ancien président qui est l'ennemi personnel de l'actuel président, et que des choses vont commencer à sortir, et peut-être un affaiblissement va pouvoir... C'est-à-dire que ce cas Zuma, même si lui est devenu inéligible, comme par hasard il y a quelques jours ou quelques semaines, peut quand même créer des remous au président actuel. Il va bénéficier de l'apport électoral de son ethnie. Le Swazulu est quand même une région très importante et garde sa capacité de nuisance par rapport à Jacob. Un solide désir de revanche. Et il existe. Il a fait un peu de prison. Comme vous le dites, il y a eu des complicités, mais maintenant on peut tout mettre devant la scène. Mais je pense qu'à mon avis, que le Ramaphosa pourrait puiser peut-être chez son meilleur ennemi. S'il est à 14-15%, par exemple, je ne sais pas. Lequel meilleur ennemi ne va pas se laisser faire. Mais justement, c'est là la particularité, c'est qu'il n'y a pas de différence, ce sont juste deux personnes différentes. Voilà. Mais la mouvance, disons, si l'idéologie il y a, est la même. Parce que, vous savez, l'Afrique du Sud changera le jour où vont commencer à émerger des partis
qui sont beaucoup plus la résultante d'une réflexion, d'une production intellectuelle de gauche, de droite, d'extrémisme, enfin de je ne sais quoi. Mais avec une idéologie précise, ce qui n'existe pas en Afrique du Sud. Vous savez, si vous regardez par exemple les discours des gens, etc., c'est beaucoup plus le patriotisme, le pays, le ceci, la nation, etc. Bon. Maintenant, il n'y a pas que des choses négatives en Afrique du Sud, parce que depuis tout à l'heure, on ne dit que du négatif. L'Afrique du Sud, c'est quand même 5% de croissance. C'est pas mal. Et l'Afrique du Sud, c'est à peu près 6% de dépenses budgétaires dans les universités et la recherche scientifique. 6% dans la recherche scientifique. Oui, du PIB. Ah oui, quand même. Des coupures d'électricité journalière. L'enseignement. Mais quand il n'y a pas de coupure, ils avancent. C'est important, 5%. Ils ont 300 jours de coupure. Ils ont des universités très puissantes. Il y a des élites qui commencent à émerger, des élites intellectuelles, et même peut-être politiques. Il faut qu'elles franchissent le pas de devenir politique avec une idéologie précise, pour qu'on ait des partis un peu comme ce qui se passe un peu partout dans le monde. Pour oublier, parce que jusqu'à aujourd'hui, tout est basé sur apartheid, lutte contre l'apartheid, liberté. Voilà. Mais tout ça, c'est dépassé, ça fait quand même assez longtemps. Ça fait quand même assez longtemps. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans le résultat. C'est pas ce qu'on voit dans le résultat. Oui, justement, mais il faut que l'Afrique du Sud s'en sorte, et sorte justement de cet engrenage de... C'est un peu comme ce qui se passe chez les voisins. Pas très loin. Donc on va les laisser former leur gouvernement. Colonel Hassan Saoud, Aziz Daouda, Hafid Boutaleb, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.